À la une de ce journal, le chef de l'État a investi Denis Kadima comme président de la CENI après son entérinement à l'Assemblée nationale. La ligne rouge pour certains est franchie. Que va-t-il se passer? La question n'a pour l'heure pas de réponse. Et Joseph Kabila Kabange a officiellement obtenu son diplôme de master en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Johannesburg. Sa thèse défendue en juillet dernier avait porté sur une réflexion sur le développement du leadership dans le cas d'un pays post-conflit, cas de la RDC. Au Congo central, Atou Matubwana a rétabli le Conseil d'État jugé fondé et recevable la requête du chef de l'exécutif et a ordonné son rétablissement en tant que gouverneur. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Denis Kadima est depuis hier vendredi soir le nouveau président de la CENI après son investiture et celle de toute son équipe par le chef de l'État. L'ordonnance présidentielle avait été lue à la télévision nationale. La procédure de la désignation des animateurs de la CENI a-t-elle été régulière? Quelle crédibilité pour le résultat de la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale sans la participation de délégués d'autres composantes? Maître Matadi Wamba, député et bâtonnier national, a répondu aux questions de Fabien Lumbala. Naturellement, la procédure a été conforme à tous égards quant à la Constitution, quant à la loi organisant la CENI et quant au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette procédure a été suivie avec minutie. Je dis bien avec minutie. Je n'ai pas vu un moment où l'Assemblée nationale se serait écartée de la procédure. L'article 52 du règlement intérieur du Parlement n'empêche pas, n'interdit pas à un président d'une commission permanente de présider la commission ad hoc. Ce texte ne l'interdit pas. Il y en a qui n'ont pas siégé. Ça enlève quoi à la parité, à la paritaire? Ça enlève quoi? Vous êtes convoqué conformément au règlement de l'Assemblée, conformément à la loi organisant la CENI, vous êtes convoqué, vous êtes invité, vous ne venez pas. Mais je vous signale qu'il y en a qui sont venus et qui ont même siégé les 3 premiers jours. Je l'ai dit dans le sommaire, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, est officiellement docteur en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Johannesburg. Souvenez-vous, c'est en juillet qu'il avait soutenu sa thèse et plusieurs personnalités ont salué la bravoure et le sens élevé de responsabilité de la personne. Il est désormais docteur en sciences politiques. Joseph Kabila Kabange s'est vu être remis son diplôme à l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud, après avoir défendu sa thèse sur le développement des post-conflits, cas de la République démocratique du Congo, et ayant obtenu la mention grande distinction. L'ancien président est docteur après avoir suivi ses cours durant ces 4 dernières années sous la direction du professeur Chris Landsberg. Et dans la foulée, Némi Mouilania, ancien directeur des cabinets de Joseph Kabila Kabange, vante l'humilité, la ténacité et la persévérance, des valeurs inestimables qui ont permis ce jour à Joseph Kabila Kabange d'être honoré d'un diplôme de master en sciences politiques à l'Université de Johannesburg. Sincères félicitations au Raïs. Les félicitations, oui, elles pleuvent de partout. C'est le cas aussi de Junior Mpechi de féliciter celui qui l'appelle affectueusement le père de la démocratie congolaise. Tous les membres de l'ASBEL Kabila Forever réunis en ces jours vous félicitent au sujet de votre brillante réussite au doctorat. Et nous espérons que nous nous verrons très prochainement afin qu'il nous soit possible d'arroser ces succès ensemble. Veuillez bien recevoir, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, nos félicitations les plus sincères.
et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous protège, vous bénisse et que le bonheur et le succès soient votre partage. À 50 ans, Joseph Kabila Kabange est sénateur à vie. Après avoir passé 18 ans au pouvoir et accepté pacifiquement de céder d'une manière. À 50 ans, Joseph Kabila Kabange est sénateur à vie. Après avoir passé 18 ans au pouvoir et cédé les flambeaux pacifiquement à son successeur, il demeure l'icône et père de l'alternance congolaise. Et dans l'actualité également, le gouverneur déchu du Congo central vient d'être réhabilité par le Conseil d'État qui a jugé fondée et recevable sa requête au cours de l'audience tenue ce samedi. Pour rappel, c'est le 5 septembre 2021 que le ministre de l'Intérieur avait exécuté la décision de destitution du gouverneur par l'Assemblée provinciale prise depuis 2019. Le gouverneur avait été par la suite convoqué au parquet général près la Cour de cassation, une convocation à laquelle il n'avait jamais répondu et selon certains médias, il serait entré en clandestinité. L'affaire connaît jusqu'ici des rebondissements surprenants. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux veulent avoir l'éclairage sur la gestion des fonds alloués à la prise en charge des sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo. Une série de questions orales avec débat avait été déposée à l'attention des ministres de l'Urbanisme et Habitat et celui des Affaires sociales par les élus nationaux. Chacun devra justifier l'utilisation de chaque fonds. Après l'éruption volcanique au Nord Kivu, les députés nationaux ou les représentants du peuple, et plus particulièrement l'élu de Goma, Patrick Mouniomo, a déposé 2 questions orales avec débat adressées au ministre des Affaires sociales et celui de l'Urbanisme et Habitat. Concernant la question orale adressée au ministre des Affaires sociales et Action humanitaire et Solidarité nationale sous la gestion des fonds alloués aux sinistrés de l'éruption volcanique Nyiragongo, pour l'élu de Goma, la population veut juste savoir comment ces fonds du gouvernement central et des différents partenaires ont été utilisés. Parce qu'il s'est fait qu'il y ait encore des sinistrés qui n'ont pas d'habitation, ils passent la nuit à la Belle Étoile. Je demande au bureau de notre Assemblée nationale de voir dans quel mécanisme il faut aussi les programmer. Parce que ça touche vraiment les social de la population. Ça s'observe aujourd'hui qu'il y a encore de ces sinistrés-là qui n'ont pas d'habitation, qui sont dépourvus de médicaments. Et voilà, le ministre doit venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Combien de maisons il a déjà construit. Si on ne voit pas clair dans ça, vous savez, nous, on se réfère toujours à la Constitution et on continue à se référer toujours aux prescrits de notre règlement d'ordre intérieur. La deuxième question adressée au ministre des Affaires foncières concernant les conflits fonciers dans la province du Nord Kivu et plus particulièrement dans la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo. Ces conflits sont à la base des soulèvements interethniques et occasionnent des morts d'hommes. La population du Nord Kivu veut avoir des ministres des réponses claires pour voir dans quelle mesure le gouvernement de la RDC prend au sérieux la question du volcan de Nyiragongo. Et puis parlons de spoliation des parcs Upemba et Kundelungu ainsi que la violation des droits environnementaux. Plusieurs voix se lèvent déjà pour dénoncer ces actes. La dernière en date est celle de Justicia ASBL qui alerte sur la destruction de cette flore et faune unique. Grâce à Lambo. Situé dans le Grand Katanga, créé en 1939 et 1970, les parcs nationaux Upemba et Kundelungu sont gravement menacés de spoliation. Justicia ASBL dénonce la construction d'un barrage hydroélectrique par l'entreprise qui passe dans le parc Upemba, ainsi que l'érection d'une ferme dans les parcs Kundelungu. Ces 2 projets violent la loi et menacent l'environnement et la biodiversité. À travers une étude préliminaire dans laquelle elle épingle plusieurs sortes de spoliation de parcs, Justicia ASBL apporte sa contribution à un débat sur la place publique et appelle les autorités compétentes à la protection efficace des parcs nationaux. Le président de Justicia ASBL, Maître Timothée Mbouya, craint que les espèces protégées disparaissent
ou migrent vers d'autres lieux incommodes. Même nous, société civile, nous pouvons aider, notamment en sensibilisant. Il faut sensibiliser. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est aussi fait partie de la sensibilisation. Sensibiliser les décideurs, sensibiliser les populations. Je crois que la loi 14 voudrait que nous fassions de l'éducation à l'environnement une priorité. Et en faisant de l'éducation à l'environnement une priorité, nous allons contribuer à, n'est-ce pas, lutter contre le réchauffement climatique qui n'épargne personne. Hein? Donc je crois que la société civile doit non seulement sensibiliser, mais elle doit également collaborer avec les autorités pour que soit mise un terme à toutes ces spoliations que nous avons énoncées un peu plus haut. À ce stade, il y a nécessité de mettre en place une commission chargée de clarifier les limites contenues de parcs nationaux selon les limites contenues dans les lois qui les créent. Et rencontre au sommet, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, en séjour en Turquie, a échangé avec ses homologues de l'Angola et du pays hôte. Au cœur de ces discussions, la préparation du projet d'accord d'investissement ainsi que l'appel aux investisseurs turcs dans plusieurs secteurs de développement. Au Forum économique et commercial Turquie-Afrique, le ministre congolais du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, développe des négociations avec plusieurs pays dans les domaines notamment des infrastructures, de l'agro-industrie et du textile, afin de renforcer l'appel aux différents investissements. Tenez, il a d'abord rencontré son homologue turc, avec qui les discussions déjà entamées se sont poursuivies en vue de la préparation d'un projet d'accord d'investissement. Puis avec le ministre de la Communication et de l'Industrie de la Zambie, les difficultés rencontrées par les exportateurs de bois en transit en Zambie et la fraude dans l'exploitation de bois zambiens a été évoquée. Et avec le ministre angolais de l'Industrie et du Commerce, Jean-Lucien Boussa a épinglé et mis en évidence la contribution de l'Angola dans la recherche de la paix en RDC, sans laquelle il est difficile, voire impossible de développer les échanges commerciaux. Il a insisté sur le fait que les deux pays partagent pratiquement les mêmes réalités économiques et entretiennent des solides relations commerciales. Les deux ministres se sont accordés pour fluidifier leur commerce bilatéral tout en mettant en place des accords d'investissement et de protection des investissements. Les experts devront se mettre au travail afin de finaliser tous ces accords. Il vous est déjà arrivé d'avoir du mal à retrouver une avenue dans les labyrinthes des quartiers de la ville de Kinshasa. Eh bien, pour faciliter la localisation, l'hôtel de ville de Kinshasa a décidé d'immatriculer les rues grâce au GPS. C'est le gouverneur Jantini Ngobila qui a procédé au lancement de ce programme. Dans ce mot des circonstances, l'autorité urbaine, Jantini Ngobila, alors du lancement de l'opération d'immatriculation de propriétés privées et l'implantation de panneaux indicateurs des avenues ainsi que des délimitations de communes de la ville de Kinshasa, souligné qu'à travers ce programme, la capitale congolaise marque un pas de géant et décisif dans sa quête d'une nouvelle identité. Selon lui, cette technique facilitera entre autres les opérations de recensement de la population, de recouvrement de taxes, de tarification, ainsi que des différentes programmations. En clair, ces plaques et panneaux porteront des indications et renseignements fiables entraînant la fluidité de la circulation et apportant la solution tant soit peu à l'insécurité à travers la capitale. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, ce projet porté par de jeunes entrepreneurs réunis au sein du Bureau de formation et de recherche pour le développement intégral s'inscrit dans la droite ligne du plan d'action stratégique global du développement de la ville. Par ce partenariat, Jantini Ngobila a indiqué que l'exécutif provincial de Kinshasa voudrait réaffirmer son engagement à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, car d'après lui, il s'agit de l'un des moyens pouvant faire éclore le génie quinois et inverser la courbe du chômage. Nous marquons un pas géant, un pas décisif dans notre quête d'une nouvelle identité pour accompagner la vision de la modernité prônée par son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car à partir de cet instant, la ville de Kinshasa amorce sa marche vers sa modernisation urbanistique. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville a invité les autorités,
tant provinciales que municipales, ainsi que la population quinoise à mettre la main dans la pâte pour l'aboutissement heureux de ce projet. Au terme de cette cérémonie, le gouverneur Jean Tiningo Bila a inauguré quelques plaques et panneaux, notamment à la place Sosimat sur Batetela, ainsi qu'au croisement des avenues Huiléry et Mont des Arts. L'Union pour la nation congolaise était en meeting ce samedi au stade Cardinal Maloula. Il était question pour son secrétaire général Billy Kambale de présenter les cadres nouvellement nommés en vue de la redynamisation du parti cher à Vital Kamerhe. Christian Caronsine, ce reportage. C'est une véritable démonstration de force du parti de Vital Kamerhe qui a eu lieu ce week-end dans la capitale. Le stade Cardinal Maloula, dans la commune de Kinshasa, a refoulé du monde. Cadres et militants de l'Union pour la nation congolaise, venus de tous les coins de Kinshasa, ont répondu massivement à ce rendez-vous et l'ambiance était festive. Le secrétaire général Billy Kambale, qui a transmis les salutations du président national Vital Kamerhe, a présenté les différents cadres récemment nommés avec mission de redynamiser le parti. À travers ce meeting, l'Union pour la nation congolaise a voulu donner un message fort par rapport à son organisation, son implantation et ses objectifs pour les échéances futures. C'est un meeting de vérité, comme on l'a appelé, où on n'a parlé que du parti. Et nous avons montré de manière claire que l'Union pour la nation congolaise, c'est un grand parti, un parti très bien structuré, avec à la tête de chaque structure des personnes qui connaissent leur travail, ils savent ce qu'ils veulent et où est-ce que nous devons aller. Et le parti est en train de monter en puissance. Et nous sommes vraiment déterminés à continuer de cette manière-là pour que nous puissions aller jusqu'aux échéances futures. Et je crois que vous aviez vu tous les ministres ici représentés. L'Excellence Molendo, que je représente en tant que son premier suppléant au niveau de l'Assemblée nationale, il a été empêché et tous les députés étaient là et tous les membres du parti. Donc c'est une joie et ça montre que Vital Kamerhe reste incontournable comme leader dans la politique de notre pays. Les sympathisants de Vital Kamerhe ont prouvé à la face du monde que l'UNC reste un parti de masse en République démocratique du Congo. Et dans une déclaration lue devant la presse, le caucus de l'UDPS Fédération Kasai de Ilebo Dekese à Kinshasa a réitéré son attachement à Félix Tshisekedi dans la mise en place de la gratuité de l'éducation nationale et dans la sécurisation et pacification du pays. Il appelle les militants de ce parti présidentiel à la vigilance contre toute velléité divisionniste. Le caucus UDPS Fédération Kassaïdé réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour le bien-être de notre peuple, plus particulièrement la sécurité et la paix à l'Est, la gratuité de l'enseignement de base, la lutte avec grand succès contre la pandémie de la Covid-19, la lutte contre les antivaleurs qui ont élu domicile en RDC, dont la corruption et l'instauration en cours de l'état des droits, etc. Le caucus UDPS Fédération Kassaïdé félicite et remercie les chefs de l'État pour avoir investi par son ordonnance après leur entérinement par l'Assemblée nationale, félicite et encourage la direction politique du parti, conduite de main de maître par le président AI, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound et son secrétaire général, Augustin Kabouya, réclament aux instances dirigeantes du parti au profit des membres de la dite fédération, comme c'est le cas pour d'autres fédérations sœurs, dont les membres occupent des postes de responsabilité dans différentes institutions, des postes de direction et de représentation dans des entreprises et des établissements publics, dans la diplomatie et dans la territoriale. Et adhésion massive à la Ligue des femmes des forces patriotiques unies. Maître Ernestine Nyoka, présidente de cette ligue, a mobilisé les femmes de tous les districts de Kinshasa. C'était en présence du député national Charles Okoto, président national.
Au lendemain de l'entérinement de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante par l'Assemblée nationale et après la signature de son ordonnance par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cap vers la tenue des élections inclusives en 2023. Ayant compris cette évidence, le parti Force Patriotique Zini se met déjà en ordre de bataille. C'est samedi 23. La présidente nationale de la Ligue des femmes des FPI a mobilisé les femmes des différents districts de Kinshasa pour une adhésion massive à ces partis politiques qui soutiennent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, contenu dans l'Union sacrée de la nation. Maître Ernestine Nyoka compte fédérer les femmes de l'ensemble du territoire national afin d'obtenir un nombre impressionnant d'élus à tous les niveaux. Invité pour la circonstance, le député national Charles Okotolo Lakombe, coordonnateur du groupe PPRD et Mosaïque au sein de l'Union sacrée, n'a pas manqué de commenter l'acceptation de l'équipe Kadima par les chefs de l'État. Pour lui, il est temps de déposséder les confessions religieuses de la charge de désignation du président de la CENI. Cette opinion-là voulait assez que nous puissions repousser et de ne pas respecter la date voulue par la Constitution. Et nous avons pu remarquer qu'il y a un retard plus de 5 ou 6 mois. Nous sommes dit non, il faut absolument arrêter l'hémorragie, que le chef de l'État sanctionne ça par une ordonnance pour que nous ayons aux élections. Pour les FPI et sa Ligue des femmes, la bataille pour 2023 ne fait que commencer. En ce jour de travail à Kolwezi, le ministre provincial des Mines et Tourisme du Haut-Lomami a visité une entreprise agroalimentaire qui compte investir dans sa province. Arsène Moukadi, qui a représenté le gouverneur, a rassuré à ses investisseurs de la disponibilité de sa province à coopérer pour le bien-être de la population. Désormais, le Haut-Lomami ne vivra plus des promesses dans les secteurs d'investissement. L'ère est donc au décollage. Après les expositions du ministère provincial du tourisme de ses différentes richesses, un investisseur non les moindres attiré par ses ressources naturelles, M. Richard Zambandora, patron de deux grandes sociétés dont celle de construction métallique et civile de Kolwezi, SEMSECA en sigle et du développement agro-industriel du Lualaba d'Agril en sigle, a fait visiter au ministre provincial du tourisme dans le Haut-Lomami l'honorable ingénieur Arsène Moukadi Kintontanki en séjour de travail dans les Lualaba, accompagné de son directeur de cabinet et du directeur de la pastorale Kiaboukwa, Samino Terry, qui a une capacité de transformation de 4 tonnes par heure et 190 tonnes par jour, dont 80% des produits finis pour SEMSECA et une boucherie moderne, la culture de maïs, l'élevage des porcs, de baies et des étangs piscicoles pour Dagril. Cette société qui opère dans plusieurs domaines est intéressée par la qualité du sol productif du Haut-Lomami et promet de s'engager dans cette province avec plus ou moins 40 000 hectares pour investir ses moyens afin de contribuer au développement du Haut-Lomami et de lutter contre le chômage. À cette même occasion, l'honorable ingénieur Arsène Moukadi Kintontanki et sa suite ont visité la chambre froide, la boucherie de cette société agroalimentaire dont les projections d'être dans cette province sont en beau fixe. Ceci est parmi les grandes actions et les fruits de la participation de la province à la semaine congolaise du tourisme. Très bientôt, vous nous verrez dans vos murs et là on compte vraiment s'investir à fond pour encore bénéficier de tous les bienfaits qu'on peut trouver dans le Haut-Lomami. Et après les réflexions de Kinshasa axées sur le désenclavement de l'espace Lega, le jeune leader Trésor Moutiki, le président de la fondation Moutiki, a séjourné au Sud Kivu pour faire la restitution des assises de Kinshasa à la jeunesse et à la notabilité de cette province. Au bord du lac Kivu, une importante présence humaine venue de plusieurs milieux étudiantins, mouvements associatifs et sportifs, sans oublier la grande mutuelle Youssou Lega, venue accueillir Trésor Moutiki, le président de la fondation qui porte son nom. Accueilli par son père, un vétéran de l'administration territoriale, Trésor Moutiki reçoit ses premiers présents avant d'entamer son périple à travers la ville de Bukavu jusqu'à la salle aquarium sur fond de danse et de chant. C'est dans cette salle qu'il fait la restitution des conclusions de la journée des réflexions sur le désenclavement de l'espace Lega en présence de plusieurs notables. Trésor Moutiki prend la parole et appelle à l'unité du peuple Lega. Pour ce jour, l'objectif suivi est double. Sensibiliser la notabilité Lega à la prise de conscience collective sans laquelle le développement de notre espace restera un leurre. Mais un accent particulier si les soutiens tous azimuts à l'OCE.
Son séjour dans son fief a été non seulement marqué par des échanges fructueux avec les différents notables de la communauté Lega, mais aussi des dons en équipement sportif à 8 équipes de football, ainsi que la visite de terrain que sa fondation a eu à réhabiliter avant de déposer des gerbes de fleurs sur la tombe des 3 joueurs de l'OC Mungano décédés il y a quelques temps. Leader incontesté dans cette partie du pays, Trésor Moutiki représente l'espoir au sein de la jeunesse du Sud Kivu, sûrement voyant en lui son probable porte-voix lors des prochaines élections. Il s'est ouvert à Mbandaka une audience publique en chambre foraine depuis vendredi en matière de flagrance devant l'hôtel de ville de Mbandaka par le tribunal militaire de garnison des Mbandaka pour juger justement le présumé auteur de la tentative d'assassinat qui s'est rendu lui-même aux éléments mixtes FRDC-PNC en patrouille après avoir tiré à bout portant sur un jeune garçon qui se retrouve actuellement hospitalisé. C'est une audience foraine pour juger un officier de l'État. Ce policier sert la nation congolaise. Sa victime, le jeune Jonathan Imbongo, interné à l'hôpital général de référence de Wangata, fabricant de cercueils au croisement des avenues Yassanyama et Biakala en Mbandaka 2, où s'est produit l'événement, un témoin oculaire, et devant la délégation du gouvernement provincial, conduite par Alain Elodji, ministre provincial de l'Intérieur et gouverneur de province intérimaire, accompagné de l'auditeur militaire des garnisons de Mbandaka, ont eu le temps d'échanger avec la victime. Le présumé coupable, c'est le garde rapproché du président sortant de l'Assemblée provinciale, le député Claude Bouka, dans la nuit du vendredi 22 octobre, au moment où il venait au secours à son voisin qui était visité par les bandits à main armée. Jonathan Imbongo avait reçu un coup de balle par un policier. De ces faits, il s'est ouvert une audience publique en chambre foraine ce même vendredi en matière de flagrance devant l'hôtel de ville de Mbandaka par le tribunal militaire de garnison Mbandaka pour juger le présumé auteur de la tentative d'assassinat qui s'est rendu lui-même aux éléments mixtes FRDC-PNC en patrouille. Pour l'heure, la population attend ce qu'on va dire le droit pour que justice soit faite. Les préparatifs continuent à l'association des fils et filles de l'espace Grand Kasaï pour la grande conférence de novembre sur le développement de cet espace. Mami Moujani, Freebox a cette fois réuni les entrepreneurs kassaïens d'ici et d'ailleurs Crispin Chimekoufwa. C'est une deuxième réunion préparatoire de la grande conférence sur le développement de l'espace Kasaï prévue en novembre prochain. Cette fois-ci, la présidente nationale de l'association des fils et filles de l'espace Grand Kasaï, Mami Moujani, Freebox, a tenu à échanger avec les entrepreneurs kassaïens d'ici et d'ailleurs. Certains d'entre eux se caractérisent par le pragmatisme. Il faudrait qu'on puisse arriver à créer sur l'espace du Grand Kasaï de l'activité, parce que c'est l'activité qui donne les revenus, qui crée des revenus, et ce sont les revenus distribués qui mettent fin à la misère, à la pauvreté. Le chef de l'État a fixé un cap, il a développé une vision, il nous appartient de la matérialiser. Les défis sont légion, mais possible de les relever un à un grâce à la synergie de tous les Kassaïens. Mami Moujani Freebox revient ici sur les mobiles de toutes ces réunions. Toutes ces réunions faites, c'est pour d'abord enrichir notre TDR et aussi recevoir les fils et filles de l'espace Grand Kasaï qui ont des projets à nous proposer, des projets bancables qui peuvent être réalisés sur un modèle d'investissement participatif, j'insiste toujours, et aussi que nous pouvons présenter aux bailleurs de fonds afin de pouvoir exécuter ces projets chez nous au Kasaï. Les rendez-vous est donc pris pour les 21 et les 22 novembre prochains au Fleuve Congo Hotel. Et en sport, championnat scolaire panafricain, la présentation officielle du tournoi pilote interscolaire RDC 2021-2022 a eu lieu ce samedi au siège de la Fédération congolaise de football association. Ce projet pilote qui touche la jeunesse concerne 240 écoles de la RDC reparties en 4 zones. C'est cette projection détaillée qui a tout dévoilé sur ce tournoi pilote interscolaire
phase qualificative de la RDC 2021-2022. Le président de la Ligue de football de Jeunes a exposé devant un auditoire composé notamment de la secrétaire générale de la FIFA, du ministre de l'EPST, du président ad interim de la FECOFA et de la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse, qui a d'ailleurs salué l'implication de la FIFA dans la relance du dit tournoi. Je voudrais aussi remercier la secrétaire générale qui est venue pour 48 heures pour vraiment soutenir ce projet. Pour la secrétaire générale de la FIFA, à travers ce tournoi, son institution tient à utiliser le football comme vecteur de l'épanouissement de la jeunesse. Ce tournoi verra 6 équipes de jeunes garçons de moins de 16 ans et 6 équipes de filles de moins de 16 ans, issus des meilleurs champions scolaires de ces 6 pays, s'affronter devant la plus illustre assemblée dont dispose l'Afrique, à savoir l'Union africaine. Prenant la parole, le ministre du Sport et Loisirs, Serge Condé, a quant à lui rassuré de l'implication personnelle du chef de l'État dans la réussite de ce projet. Avec mes collègues membres du gouvernement impliqués dans cette campagne, nous vous promettons l'accompagnement du premier sportif de la République. Je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui a aussi un coach ou un sélectionneur en la personne du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, compte énormément sur la réussite de cette compétition scolaire. Pour rappel, ce championnat scolaire panafricain, dont la RDC porte le projet pilote, est né de la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, et du numéro 1 de la FIFA, Gianni Infantino. Et enfin, cette fois pour terminer, le Nzango figure parmi les disciplines sportives retenues pour la 9e édition des Jeux de la francophonie. Une première dans l'histoire de ces Jeux. Le club Nzango de la 14e région militaire qui représentera la RDC à ces Jeux a bénéficié des équipements adéquats pour une bonne préparation. Les 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo connaîtront la révélation du Nzango. Ce jeu pratiqué par les femmes et mélangeant la gymnastique, la danse et la chanson sera aligné comme discipline en démonstration, occasion de promouvoir ces sports inspirés par la culture congolaise. En guise d'une bonne préparation et une meilleure présentation à ces Jeux, le député national Joachim Mavungu, en sa qualité d'opérateur sportif, a visité le club Nzango de la 14e région militaire qui représentera la République démocratique du Congo à ses assises. Un coup de pouce à ce club par l'élu du territoire du Sekebanza au district du Bas-Fleuve dans le Congo central qui a apporté des vareuses. Nous avons appris tous que notre équipe de Nzango, les 14e région militaire, vont jouer avec d'autres équipes pour la francophonie. Je me suis dit non, c'est une bonne chose, il faut que j'aille voir ces enfants et les encourager. Voilà ce qui m'a poussé de venir vous voir. Un geste très salué par l'entraîneur du club Nzango. Acte honorable à Sali pour Nabiso, Baclette et la 14e région militaire, tout le monde est acte monene. Ce n'est pas tout. Les footballeurs de la 14e région militaire n'ont pas été oubliés par l'opérateur sportif Joachim Mavungu. Il les a encouragés avec des équipements pour les entraînements. Il faut noter que Joachim Mavungu possède une équipe Veti Club à Matadi, chef-lieu du Congo central, une autre équipe de football à Kinshasa, une académie sportive pour les jeunes en Sanda au Bas-Fleuve. Fin de ce journal, place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État a investi Denis Kadima comme président de la CENI après son entérinement à l'Assemblée nationale. La ligne rouge pour certains est franchie. Que va-t-il se passer? La question n'a pour l'heure pas de réponse. Et Joseph Kabila Kabange a officiellement obtenu son diplôme de master en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Johannesburg. Sa thèse défendue en juillet dernier avait porté sur une réflexion sur le développement du leadership dans le cas d'un pays post-conflit, cas de la RDC.
Au Congo central, Atou Matubwana rétablit le Conseil d'État jugé fondé et recevable la requête du chef de l'exécutif et a ordonné justement son rétablissement en tant que gouverneur. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de votre fidélité. Un grand merci surtout à l'équipe technique et surtout à l'équipe web. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. À l'occasion de la signature et de la publication de l'ordonnance présidentielle portant nomination de membres de la Commission électorale nationale indépendante, la plateforme extra-parlementaire RICEP et le parti politique AEDIC saisissent cette opportunité pour féliciter, apprécier et louer le courage politique et patriotique dont le président de la République a fait montre pour surmonter le piège dans lequel certaines forces obscures voulaient enfermer le processus électoral de 2023 et ainsi contraindre la nation congolaise à une énième négociation politique en vue d'un partage des responsabilités qui rendrait impossible toute légitimité issue des urnes. C'est pourquoi le RICEP invite toutes les forces démocratiques acquises au changement à s'inscrire dorénavant dans un schéma d'accession au pouvoir par des voies démocratiques et non de se laisser distraire par des stratagèmes consistant à ignorer le peuple pour assouvir les intérêts politiques égoïstes et étrangers aux préoccupations fondamentales du peuple. Le RICEP recommande au gouvernement de la République de mobiliser tous les moyens financiers, humains et logistiques afin de permettre à la CENI d'accomplir scrupuleusement ce que le peuple attend d'elle, à savoir l'organisation en 2023 des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Le RICEP rappelle qu'au terme de la Constitution, la République démocratique du Congo est un État laïque et à ce titre, les confessions religieuses, quel que soit leur ancrage national ou dénomination, sont toutes placées sur un même pied d'égalité. Toute tentative d'instauration d'un confessionnalisme politique doit être combattue par tous les moyens légaux réglementaires. Comme dans d'autres pays, l'appel au repli confessionnel risque d'être le terreau de division et de haine préjudiciable à la construction de l'unité nationale, socle d'ailleurs indiscutable d'un Congo fort et prospère qu'il nous incombe de réinventer. Ce communiqué de presse est signé Martin Lukusapano, le coordonnateur national. La famille Kimbangu a la profonde douleur d'annoncer à tous les fidèles kimbanguistes, amis et connaissances, le décès de leur frère, père, oncle et grand-père, sa grandeur Salomon Kisolokele Kiangani, affectueusement appelé Papa Solo, fils de sa grandeur Charles Kisolokele Lukelo, petit-fils de Papa Simon Kimbangu et chef spirituel adjoint de l'église kimbanguiste. Décès survenu le samedi 16 octobre 2021 à 23h aux cliniques universitaires de Kinshasa de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Mardi 26 octobre 2021, 8h, levée du corps de la morgue de la clinique Galliema et exposition sur l'avenue Monkoto numéro 87 dans la commune de Ngiringiri où un culte sera organisé pour la circonstance. 16h30, retour du corps à la morgue de la clinique Galliema. Mercredi 27 octobre 2021, 8h, levée du corps de la morgue de la clinique Galliema et départ pour le lieu d'inhumation à Kinimi, territoire de Kasangulu dans la province du Congo central. En attendant, le deuil est organisé sur boulevard Tchachi numéro 22 dans la commune de La Gombe. Le tout doit se faire dans le strict respect des gestes barrières. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fait à Kinshasa le 18 octobre 2021 pour la famille Kimbangu, SG Charles Diangenda Kisolokele.